Voici comment se présente le programme de la journée, la suite du programme. Nous aurons d'abord le mot de circonstance de monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, ici représenté par le secrétaire général académique. Ensuite, interviendra la présentation de monsieur Jean-Luc Mélenchon. Cette présentation se fera par le modérateur. Ensuite, monsieur Jean-Luc Mélenchon fera sa communication et interviendront par la suite quelques questions. Et bien entendu, monsieur Jean-Luc Mélenchon va apporter des réponses. Alors, j'invite monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, ici représenté par monsieur le secrétaire général académique, à prendre la parole pour le mot de circonstance. Honorable et chers membres de la délégation, au nom de monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kanyembentoumba Mission, et au nom du comité de gestion, nous tenons à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir parcouru plusieurs kilomètres pour arriver en République démocratique du Congo, échanger avec nous autour de votre livre. Je pense que tout le monde attend. Je n'ai pas à abuser du temps. Je préfère m'arrêter là et laisser le temps pour que nous puissions profiter de votre passage par ici, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ainsi donc, je vous dis encore une fois, merci d'être venu et nous attendons les bonnes nouvelles. Merci. Nous allons à présent faire une brève présentation de M. Jean-Luc Mélenchon. Son curriculum vitae est très long, mais nous avons pris quelques lignes et lui-même aura le loisir de donner les détails les plus importants. Mais vous pouvez retenir que M. Jean-Luc Mélenchon est un homme politique français. Dans son cursus, il a été journaliste, il a été collaborateur de plusieurs titres, il a même fondé un journal intitulé À gauche. Sur le plan politique, M. Jean-Luc Mélenchon a été conseiller municipal, il a été conseiller général, sénateur. En 2000, il fut nommé ministre délégué à l'enseignement professionnel. En 2009, il fut élu député européen. Il a été candidat à président de la République lors des élections présidentielles en France en 2012, en 2017 et en 2022. Il est fondateur de l'Institut de la Boétie et du mouvement La France Insoumise. Il est auteur de nombreuses publications, 23 livres, et je vais vous en citer quelques-uns. L'avenir en commun, paru aux éditions du Seuil, Député du peuple, aux éditions Robert Laffont, Démocratie et liberté, vite la 6e République, au Seuil, De la vertu, au Seuil également, Le choix de l'insoumission, au Seuil, encore une fois, et L'ère du peuple, aux éditions Fayard. Voilà quelques éléments. Il pourra lui-même compléter, vous donner des détails sur son parcours. Alors, sans plus tarder, j'invite donc M. Jean-Luc Mélenchon à nous faire sa communication. Il va notamment nous parler d'un de ses ouvrages, Faites mieux. Il est mieux placé pour vous expliquer le contenu de ce livre. Merci, monsieur. Chers professeurs, mesdames, messieurs, ma biographie se présente toujours en résumé. C'est qu'elle est longue. Mais vous êtes
au moment où je vous rencontre, mon présent. Et je veux vous dire avec quel bonheur je me trouve ici. Je voulais répondre à l'invitation d'une université, et celle de Kinshasa m'a particulièrement gratifié, parce que j'entrais enfin dans ce qui me semble décisif à notre temps, que certains de mes compatriotes redoutent, un espace de créolisation, parce que nous avons ensemble une langue commune. Et que vous en êtes aujourd'hui les principaux dépositaires, et pour mieux dire, les principaux utilisateurs, puisque vous êtes le plus grand nombre. Et c'est donc vous, comme je vais l'évoquer dans un instant, sous un angle peut-être plus sociologique et anthropologique, qui aurait apporté pour demain non seulement votre propre dynamique, mais celle de mon peuple. Car c'est la langue, sa grammaire, sa syntaxe, qui construit l'esprit, et l'esprit dans l'être humain est tout. Car oui, nous sommes des animaux sociaux, mais nous sommes avant toute chose des animaux culturels. C'est-à-dire que nous vivons, nous nous lions, nous dialoguons à travers les ritus et coutumes que nos cultures portent et produisent au fil du temps pour nous permettre d'être pleinement humains. Je ne voudrais pas pourtant, quoique je m'adresse à une jeunesse qui, comme moi, est pour beaucoup d'origine populaire et qui bénéficie par conséquent de l'effort que toute la société produit pour la porter, je ne voudrais pas que notre rencontre se déroule comme en dehors du temps et de l'espace, dans une forme d'indifférence qui serait celle des privilégiés de l'esprit à l'égard de leurs frères et sœurs humains. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, en réponse à un premier massacre, s'opère un massacre de masse, délibérément organisé comme tel, au Proche-Orient. Aujourd'hui, l'ONU vient de faire une déclaration dans laquelle elle repère, à propos de la République démocratique du Congo, victime des manœuvres de son voisin rwandais, des actions militaires qui sèment la mort et la désolation et ont provoqué le déplacement de 6 millions, presque 7 millions de personnes. C'est le triste record mondial dans ce domaine. C'est pourquoi, puisque c'est aujourd'hui que cette déclaration a été faite, puisque c'est aujourd'hui que souffrent vos compatriotes, puisque c'est aujourd'hui que contre toute raison humaine, de tels massacres sont organisés et sciemment et méthodiquement développés, je vous invite à ce que nous communions avec eux par l'esprit en observant une petite minute de silence, si vous le voulez bien. Merci. J'entre avec vous par cette introduction dans la politique, mais au sens non pas politicien, mais dans la politique au sens le plus ample, c'est-à-dire comment les êtres humains organisent-ils la cité des êtres humains. Mais je crois qu'il me faut encore un préalable. Je sais que vous allez entrer dans des élections présidentielles. Je tiens à vous assurer que je n'ai l'intention de m'en mêler d'aucune manière et que je n'ai pas douté un seul instant que les Congolais soient parfaitement capables de savoir par eux-mêmes ce qui est bon pour leur pays sans que je me mêle de donner mon avis. Mais la politique, souvent, surtout à notre époque, il faut bien le dire, compte tenu du caractère spectaculaire que souvent elle se donne, est réduite à des aspects de lutte de personnes, de compétition, de communication. En vérité,
je voudrais vous transmettre le goût que m'ont donné mes propres maîtres, et que sans doute les vôtres, notamment vos professeurs en anthropologie, et je parle sous son contrôle, vous auront peut-être donné aussi. Sans la théorie, c'est-à-dire sans une vision globale des problèmes qu'on affronte, l'action est aveugle. Évidemment, la théorie sans l'action, elle, est dérisoire et absurde. Il faut donc que génération après génération, nous soyons capables de reformuler le cadre dans lequel nous pensons les événements pour pouvoir agir dessus. J'appartiens à l'école du matérialisme historique. Ce n'est pas dans une université que je ferai l'injure de dire que le matérialisme n'est pas le goût des biens matériels, mais une école de pensée qui part des relations sociales réelles pour comprendre le monde, l'expliquer et dénouer les conflictualités qu'il contient et qu'il faut savoir nommer et désigner, si on veut les dénouer. Ne jamais les euphémiser. J'ai dit, pas plus tard qu'hier, quel rôle cette capacité à nommer les choses et à le faire avec franchise pouvait jouer dans la détermination individuelle. J'ai pris pour exemple Patrice Lumumba et son discours au moment où il le prononce devant le roi des Belges, qui, si on en croit l'histoire, n'en a pas été très content, parce qu'il aurait préféré qu'on ne parle point de toutes les exactions auxquelles la colonisation belge s'était livrée ici. Et Lumumba assume. Et il le fait parce qu'il s'agit pour lui de se projeter dans l'avenir. Mais il est impossible de se projeter dans l'avenir si on ne dit pas déjà ce qui est. J'ai donc résolu d'examiner ce qui, dans le champ politique étant structurant, avait changé. Et bien sûr, je me suis aperçu, dans le champ politique, que des faits inouïs s'étaient mis en place en quelque sorte sans qu'on y prête vraiment attention, tout simplement parce qu'on a le nez dedans. Et je vais en dire bien sûr l'essentiel. Puis me tournant vers l'Afrique en particulier, je me suis aperçu que l'Afrique était la démonstration, non pas de ce que j'étais en train de décrire, mais de ce qui allait arriver, sans qu'on puisse dire en quoi cela consistera, tellement la situation est neuve, tellement elle est inouïe. Ainsi, contrairement à ceux qui disaient que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire, ce qui est un propos grotesque et insultant, mais pas seulement insultant, il est surtout grotesque intellectuellement, puisque c'est d'Afrique que par l'histoire et qu'elle a commencé. Mais c'est surtout l'incompréhension inouïe de ce fait que ça leur plaise ou non, il va falloir se faire à l'idée que le futur est africain, pour une raison que je vais maintenant essayer de présenter dans sa complexité en tâchant de le résumer. Le facteur déterminant de la dynamique de l'histoire est la fluctuation du nombre des êtres humains, y compris pour ceux d'entre vous, il doit bien y en avoir, qui sont encore de tradition marxiste comme moi-même. Pour qu'il y ait une lutte de classe, il faut d'abord qu'il y ait eu une accumulation. Et pour qu'il y ait eu accumulation, il faut un certain nombre d'êtres humains vivants et capables d'échanger entre eux jusqu'au point de constituer un marché. Le nombre est le facteur explicatif de l'histoire. 390 000 ans d'histoire de l'humanité pour produire le premier milliard d'êtres humains. 390 000 ans. Puis un siècle seulement pour le deuxième. Et lorsque, à partir de ce deuxième, la dynamique de l'histoire s'est confirmée, affirmée, arrive l'année 1950, qui commence par une première catastrophe, votre serviteur, et ensuite par une évolution de tous les chiffres de consommation, c'est-à-dire de prédation sur la planète. Et dorénavant, depuis le mois de novembre dernier, nous sommes 8 milliards sur cette planète. J'appartiens à l'unique génération, je ne suis pas le seul, je pense ici, à l'unique génération qui aura vu 2 doublements de la population mondiale. Je vous souhaite de ne pas en connaître autant, car sinon vous seriez 32 milliards. Et si le régime et le mode de production économique qui est le nôtre étaient dangereux à 1 milliard, injuste et inégalitaire, à 8 milliards, il devient suicidaire. Et à 10 milliards, plus que dangereux.
Or, il est en vue que nous soyons 10 milliards à la fin du siècle, si nous parvenons à la fin du siècle. Et dans cette situation, où nous serons 10 à 11 milliards d'êtres humains, fait dont j'espère vous avoir communiqué le ressentiment extraordinaire qu'il provoque. Je le redis, des dizaines de millénaires pour parvenir au premier milliard, à peine 2 siècles pour être 11 milliards. Dès lors, quel que soit le mode économique mis en place, et j'insiste sur quel que soit, aucun ne peut évoluer ou se proposer une ligne d'horizon s'il ne se remet pas en cause dans son rapport à la nature. C'est-à-dire s'il n'interroge pas les conditions dans lesquelles s'opère la prédation sur les ressources de la nature. Tant et si bien que ma critique personnelle du capitalisme, comme mode de production fondé sur une injustice fondamentale qui est celle de l'exploitation gratuite du travail humain, cesse d'être une condamnation, mais elle avait sa légitimité purement idéologique, purement morale, et sur ces plans, elles avaient leur légitimité. Elle devient une interrogation anthropologique. Comment pouvez-vous croire que dans un tel mode de production, vous pouvez produire autre chose qu'un désastre? Autrement dit, toutes nos pensées sont incluses dans un cadre où nous avons d'un côté un mode de production unique, il n'est sans alternative dans le monde, et de l'autre, une réalité qu'on a appelée l'anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'activité humaine imprime sa marque dans les roches et dans la vie matérielle de la planète elle-même. Et on le sait parce que, à partir des années 50, le calcul sur la durée de vie des objets qu'on fait vers le passé est perturbé par la quantité de radium qui se trouve répartie sur toute la surface de la planète du fait des expériences atomiques à ciel ouvert. Si bien qu'en anglais, on dit BP, before present, et le present, c'est 1950, c'est-à-dire le moment où cette perturbation se constate. Capitalisme d'un côté, marché mondial, et transformation de toutes les économies en succursales de ce marché mondial, au point d'effacer toutes les autres strates qui permettent aux êtres humains de contenter leurs besoins. Je pense par exemple, dans le domaine de l'agriculture, le choix fait d'accéder au marché mondial plutôt que de régler l'agriculture vivrière. Dans mon pays, cette catastrophe est dorénavant consommée. La France, qui était un pays autosuffisant sur le plan alimentaire, aujourd'hui importe 80% de ses fruits et légumes. Peut-être que la mention des fruits et légumes ne paraît pas assez héroïque à ceux qui aiment tant se gargariser avec les grands mots de l'économie, mais la vérité, c'est que sans fruits ni légumes et les autres productions, il n'y a tout simplement pas de vie possible. De la même manière, la prédation que nous exerçons sur l'eau conduit à des crises, en plus de celle qui vient du changement climatique, telles que c'est l'humanité tout entière qui va maintenant se poser des problèmes auxquels elle ne songeait même pas, en tout cas en Europe, il y a à peine 10 ans. Dans mon pays, la France, plus de 500 communes se sont trouvées privées d'eau l'été dernier. Et il a fallu y faire face, j'ose le dire devant vous, en ami, en bricolant. Car à l'évidence, les mesures qui ont été prises ne sont pas des mesures durables. Le cycle de l'eau, cycle fondamental de la vie humaine, est lourdement perturbé à l'échelle de la planète et personne ne peut penser que c'est destiné à être une maladie exotique en quelque sorte, dont les puissants d'aujourd'hui seraient protégés par je ne sais quelle réalité. Non. Nous allons devoir tous nous atteler à ces tâches. J'ai dit le nombre. Je vous ai dit que c'est depuis 2008 que nous sommes 8 milliards. Conséquence subsidiaire immédiate du nombre, c'est le fait que la population humaine se concentre dans les villes. Les villes, jeunes gens, si vous me le permettez, vous paraissent une évidence. Les villes ne sont pas une évidence. Entre les premières traces d'élevage et d'agriculture et l'apparition des premières villes durables, il y a 160 générations. Autrement dit, la vie en ville n'a rien de naturel.
Et vous qui êtes, comme moi, des intellectuels, vous avez sans doute communiqué avec la géographie critique, qui nous apprend que les villes sont des créations, des projets humains réalisés sous forme de villes. Et que dès lors, les villes portent toutes les formes et tous les contenus du mode de production du moment où elles apparaissent. Les villes ne sont pas juste des gros villages. Les premières villes dont on repère la trace, on les avait au Proche-Orient, maintenant on sait qu'elles sont en Ukraine, moins 6000 avant notre ère. Ce sont des villes avec un plan, avec des murs autour, avec des quartiers spécialisés. Les villes modifient complètement la condition humaine. Je parle ici sous le contrôle d'anthropologues et dans un pays où la population rurale est encore majoritaire. Mais en 2008, pour la première fois, s'est produit un événement inaperçu, non commenté. La population des villes est devenue à l'échelle du monde plus importante que la population vivant dans les campagnes. Après des millénaires où c'était l'inverse. Vous êtes donc une autre humanité que celle qu'étaient vos grands-pères et vos grands-mères. Vous vivez totalement différemment dans votre rapport aux autres et à la collectivité que ce fut le cas pour eux. Nous sommes tous une autre humanité. Et vos enfants seront encore une autre humanité. Parce que, comme on le dit, chaque génération est un peuple nouveau, chaque peuple nouveau est une humanité nouvelle. Tant et si bien qu'en m'adressant à vous, je pense à la suite de ce temps, qui peut-être aura à connaître de nos pronostics et de nos prévisions. Donc la ville. Et la ville produit spontanément un autre phénomène, le réseau. Le réseau passe inaperçu. Il a l'air d'aller de soi. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes des réseaux, le résultat d'un réseau. Il y a en chacun d'entre vous 150 km de vaisseaux sanguins. Il y en a 190 de réseaux nerveux, à peu près. Personne n'a calculé ça au centimètre près. Et la ville, pour pouvoir vivre, doit se connecter. Et cette connexion, c'est le réseau. Réseau électrique, réseau d'eau usée, réseau des rues pour circuler. Et si pendant longtemps, je pense à l'Europe, les gens ont pu penser qu'ils avaient une capacité autonome à produire et reproduire leur existence matérielle. On s'est chiné à l'époque à essayer d'obliger les paysans à produire plus que pour eux-mêmes pour qu'on puisse avoir le marché et que la ville puisse vivre, qui était minoritaire en population. Les villes d'ailleurs étant toujours installées au bord d'un fleuve, le marché se constituait spontanément. Ça valait la peine en ville de produire plus que pour soi-même, puisqu'on pouvait échanger. Et alors on disait aux paysans, bah, allez-y, bossez, faites plus. Vous amènerez vos produits, vous vendrez, et à partir de là, vous pourrez acquérir d'autres biens. Le réseau est aujourd'hui la condition de la production et la reproduction de votre existence matérielle. Sans les réseaux, vous ne pouvez pas vivre. Vous peut-être, ici, au Congo, mais en Europe, personne n'est capable de produire son existence et de la reproduire sans avoir recours au réseau. Tant et si bien que la relation fondamentale de chaque être humain avec tous les autres transite par le réseau. La véritable condition, je dis bien condition humaine, je ne parlerai jamais de nature humaine devant vous, je vous ai dit à quelle école philosophique je me rattache. La condition humaine, évidemment, est différente à chaque génération, puisqu'elle dépend des moyens matériels qui sont mis en œuvre pour vivre. Alors, si vous dépendez des réseaux, c'est la condition sociale fondamentale. Les réseaux ne sont pas gratuits. Dans l'analyse du socialisme, école à laquelle j'ai appartenu fort longtemps, on disait que, au fond, la condition sociale était décrite par le fait qu'il y avait le propriétaire des moyens de production et qu'il vous salariait une partie du temps que vous passez et puis qu'il s'appropriait le reste. Et ceci était la relation sociale fondamentale. Mais aujourd'hui, non. Et on disait à l'époque, eh bien, le travailleur est aliéné parce qu'il est privé de son produit. Mais vous, quand vous dépendez des réseaux, le niveau de votre aliénation, si le réseau ne fonctionne pas, est bien plus grand. Entre vous et votre soif, il y a un robinet. Si en ouvrant le robinet, il n'y a pas d'eau, pas parce qu'il n'y a plus d'eau en réserve, mais parce que vous n'avez pas payé votre facture d'eau.
alors vous voyez bien que vous êtes dans un rapport social au réseau et que celui qui a la capacité d'ouvrir ou de fermer le passage de l'eau a une situation de domination, que c'est lui qui, par le monopole qu'il en a, crée votre situation particulière. Entre vous, le robinet, l'eau et votre besoin, qu'y a-t-il de plus fort et de plus auto-définissant que le besoin qui vous définit comme être humain? Eh bien, l'aliénation par la privation d'accès au réseau est des milliers de fois plus importante qu'elle l'est par le rapport de force sociale violent qui peut introduire dans l'exploitation. Les réseaux sont donc l'organe clé de la réalité de notre époque. Non seulement nos villes sont construites sur des réseaux, non seulement nous dépendons des réseaux, mais nous ne le savons pas, mais la production elle-même à échelle du monde peut être analysée comme un réseau, puisque la mondialisation répartit la production et la globalisation numérique l'intègre à l'intérieur d'un même espace d'échange et de commerce. Voilà des conditions sociales, anthropologiques de base. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, les êtres humains sont des êtres de culture. Dès lors, il faut à présent considérer, après avoir regardé ces grandes et profondes modifications de la structure même de la condition humaine, il faut considérer ce qui a changé profondément et résolument dans la manière qu'ont les êtres humains d'entrer en contact les uns avec les autres par le biais de leur culture, de leur vocabulaire, de leur langage. Nous autres, en Europe, depuis 1450, nous avons progressivement éteint, dans la transmission du savoir académique, le rôle de la tradition orale. La tradition orale demeure dans maint domaine. Les Européens n'aimeraient peut-être pas m'entendre leur dire ça, mais ça dure. Mais pour autant, le savoir, celui que nous nous transmettons, est en général un savoir consigné par écrit. Et depuis 1450, nous avons vaincu la barrière du temps grâce à l'imprimerie. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont les Chinois. Mais immédiatement, il y a eu un décollage inouï, puisqu'on produisait une Bible à la main par an, on en produisait 80 avec la machine à imprimer. Dès lors, l'imprimerie s'est répandue, la lecture, et surtout la lecture de la Bible, qui n'a pas arrangé les affaires de tout le monde, dès lors que ce texte a été rendu accessible à tous, enfin à ceux qui pouvaient lire. Mais que ce prélude ne m'écarte pas du point où je veux arriver. Ce point, c'est que donc vous voyez comment la communication se fait à travers la langue écrite, pour beaucoup. Et en tout cas, la communication qui permet un phénomène central de la vie humaine, la culture cumulative. La culture cumulative signifie que nous sommes tous des nains sur les épaules d'un géant. Le géant, c'est le passé. Le nain, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des héritiers du savoir cumulatif. Nos enfants appartiennent à une espèce particulière de singes que nous sommes nous-mêmes. Ils s'entre-éduquent. Et on voit nos enfants s'entre-apprendre. Nous sommes l'espèce qui apprend tout le temps et qui apprend aux autres. Et les paléontologues ont établi une vérité fondamentale. Plus nous sommes nombreux, plus nous accumulons de culture. Il n'est donc pas vrai que le grand nombre soit une adversité pour le progrès. Dès lors, ceux qui se plaignent de la démographie feraient bien de réfléchir au fait que quand ici, il y a 50% de la population qui a moins de 20 ans, et que là-bas, il n'y en a que 25%, la main est ici, et pas là-bas. C'est-à-dire qu'elle est dans le grand nombre, et pas dans les populations vieillissantes qui font la loi. Je voulais dire ce point pour que l'on sache bien de quel point de vue je me situe, et comment je considère que c'est pour ces raisons que la suite va être fascinante. Je viens d'évoquer la manière de se lier par l'alphabétisation. Le nombre des personnes alphabétisées a doublé d'une manière générale dans le monde. Elle a été multipliée par 7 sur le continent africain. C'est-à-dire qu'une immense transition s'est produite. Et si cela ne suffisait pas, voici qu'arrive le sommet
de cette capacité à entrer en relation les uns avec les autres. Pourquoi l'alphabétisation? Essayer de vivre sans pouvoir lire ce qui est écrit sur les panneaux, sans pouvoir lire ce qu'il y a dans votre smartphone, ce n'est tout simplement pas possible aujourd'hui. Voici le sommet maintenant, c'est ce qui est la quintessence de la connexion. Événement immense. En 2009, quelqu'un a mis au point un nouvel organe humain qui nous permet des choses extraordinaires. Ceci, le smartphone. C'est l'outil le plus moderne. Son fonctionnement dépend d'une manière ordinaire de plus de 4000 applications qui sont toutes connectées avec l'espace. J'ai bien dit avec l'espace, pas les relais terrestres, ce qui est dans l'espace. Et cet instrument qui peut être considéré comme un organe nouveau de l'être humain permet un type de comportement. Je ne signale que celui-ci pour bien montrer le choc anthropologique. Ceci nous permet la polyprésence, professeur. Vous le savez tous, on a à s'en plaindre. C'est-à-dire qu'en même temps que vous faites une chose, vous en faites une autre parce que vous suivez une messagerie, etc. Mais je ne prends cet exemple que parmi des dizaines d'autres de changements profondément ancrés de comportement de la vie humaine. Tout ceci nous plonge dans un monde nouveau. L'Afrique, aujourd'hui, est connectée par le biais des smartphones exactement dans la même proportion que le reste du monde, c'est-à-dire 70% de la population totale entre le Nord et le Sud. Naturellement, c'est une proportion qui est inégale suivant les pays, suivant le niveau de la concentration urbaine et l'accès possible à ces outils. Mais globalement, voilà de quoi nous parlons. Évidemment, ce qui m'a intéressé, c'est l'Afrique en tant que continent, puisque lorsque moi j'étais enfant, on parlait de l'Afrique comme du continent vide, parce qu'il n'y avait que 300 millions de personnes qui vivaient là. Maintenant, vous êtes le 20% de l'humanité, et vous êtes en direction du 40%. Tous ces phénomènes vous donnent la clé du futur. Vous donnent la clé du futur. C'est-à-dire que selon ce que vous ferez, selon ce que vous choisirez de faire, le monde ira d'un côté ou il ira de l'autre. Je ne parle pas de régime politique, je ne parle pas de ça en ce moment. Mon livre comporte un ample chapitre qui recense des cas observés dans 20 pays différents de révolution citoyenne. Ma position personnelle est que je crois que les peuples, même s'ils sont incroyablement nombreux dorénavant, plus ils sont nombreux, plus chacun d'entre nous est fortement un individu. Ça va contre l'intuition. Plus nous sommes nombreux, plus chacun d'entre nous dépend de réseaux dont il est le seul à connaître toutes les composantes, puisqu'il est en plus capable de se connecter à des milliers de gens. Autrefois, je parle comme Européen là, je ne connais pas assez bien la société congolaise pour la décrire. Mais autrefois, vous vous décriviez par votre rapport de parenté, par votre métier, des fois même par la rue dans laquelle vous habitiez, voire par votre métier. Aucun de ces critères aujourd'hui ne permet de définir qui est Pierre, Paul ou Jacqueline. Parce que nous en changeons souvent. Et nous sommes donc plus que jamais des individus. Plus vous êtes individué, plus vous êtes puissant. Parce que chacun accumule une expérience qu'il apporte en tant que telle à la culture cumulative. La culture cumulative de votre époque est un enjeu. Les États-Unis d'Amérique, demain, vont une fois de plus décider tout seuls du statut qui doit, paraît-il, protéger les êtres humains des conséquences de l'existence de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, personne ne s'étant donné le mal de définir d'abord ce que veut dire l'intelligence, et à mon avis, ça n'est pas le plus simple, et ceux qui en parlent n'ont pas toujours l'air si pourvus que ça. En tout cas, je me méfie beaucoup de ce que les Nord-Américains peuvent avoir à dire à propos d'intelligence. Mais nous sommes confrontés à ça. Après-demain a lieu une réunion en Europe sur le même sujet. La culture cumulative, c'est celle dont vous avez besoin dans vos études. Comme elle est entièrement numérisée,
Elle est dorénavant en partie appropriée par certains grands groupes. Si bien qu'à rebours de ce que nous avons connu pendant tant de générations, qui était le partage gratuit du savoir. Je viens d'un pays, la France, où jusqu'à 1959, il était interdit de déposer un brevet sur un vaccin. Je sais que les vaccins donnent lieu à toutes sortes de discussions, mais je vous donne cet exemple parce que dans notre société, c'était une valeur essentielle que le partage du savoir sans condition. Aujourd'hui, le savoir est approprié. Or, la mise en commun du savoir permet des avancées fulgurantes. Nous sommes ici dans une faculté de médecine. Alors, je pense qu'on peut parler des progrès qui ont été faits par le fait que les chercheurs, entre eux, ont toujours maintenu cette règle « je sais, je te dis ». Et c'est gratuit. Mais ce ne sera plus le cas demain. Les savoirs sont appropriés. Le livre que j'ai écrit essaye de décrire tout cela, tous ces phénomènes, et les place tous comme des problèmes politiques. Car l'organisation de la société est une question politique. J'ai dit comment vous allez vous trouver en situation de faire. Tout à l'heure, j'ai parlé de la façon avec laquelle on était passé d'1 milliard à 2, puis à 4, puis à 8. Vous vous apercevez alors que ce qu'on appelle le temps, en réalité, dans les affaires humaines, est d'abord un rythme. Ce qui compte, c'est moins le nombre que la vitesse à laquelle, tout d'un coup, il s'est accumulé, c'est-à-dire son rythme interne. Les archéologues, les ethnologues vous disent tous que lorsque pour la première fois l'humanité a doublé, c'est-à-dire au néolithique, la condition humaine a complètement changé. On surgit le fer, le bronze, etc., etc. Les villes. Chaque fois que l'humanité double, elle fait un saut. Figurez-vous que c'est comme ça que j'ai commencé mon travail d'enquête et de recherche. Je me suis dit, voyons voir, quand est-ce que ça a doublé la dernière fois? Oresco référence, j'ai découvert que ça avait doublé 2 fois dans ma vie. Alors je me suis dit, je suis passé à côté de quelque chose, c'est sûr. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poser la question qui a organisé mon travail, quoi de neuf? Question toute bête. Quoi de neuf? Je viens de vous en présenter quelques aspects. J'ai parlé de la progression, par exemple, de la ville par rapport à la campagne. Alors, vous êtes dans le même rapport dans le temps, si je ne me trompe pas, et si la malédiction de mes papiers me lâche un instant, la population urbaine chez vous, entre 1950 et 2017, s'est multipliée par 2. En Afrique, c'est multiplié par 4. Dans l'humanité, c'est multiplié par 2. Vous êtes donc sur le rythme mondial, qui est énorme, hein? Énorme, parce qu'il faut voir les quantités que ça signifie. Cette population urbaine, elle est considérée à la moyenne. Mais vous voyez bien qu'on ne parle pas de la même chose quand, par exemple, on se met à parler de Kinshasa, dont la population double tous les 5 ans. Ce à quoi nous avons affaire, ce n'est pas tant à une quantité qu'à un rythme. Comment arriver à suivre un rythme pareil? Pourtant, c'est le rythme de la vie. Ce n'est pas à la vie à s'aligner sur les desiderata de la politique, c'est à la politique de s'aligner sur ce que la vie lui impose. Mais vous êtes devant un défi immense. Je ne prétends pas vous dire comment le régler. Mais ce défi vous vient du rythme. C'est le rythme qui fait l'histoire, puisqu'il fait les pulsations du nombre des êtres humains, puisqu'il fait la ville, puisqu'il fait les réseaux. Ce rythme, c'est celui qui conduit dorénavant à une telle suprématie numérique de la jeunesse dans la totalité de la population. Vous ne pouvez pas avoir idée de ce que c'est que de vivre dans un peuple vieillissant. Nous qui sommes là, notre petite délégation, nous sommes à la vitre du véhicule qui nous transporte et nous regardons les yeux émerveillés toute cette jeunesse qui est ici. Elle est obligée d'inventer le monde neuf. Vous êtes
obligés de régler la question des réseaux avec d'autres méthodes que celles qui ont prévalu dans le passé, tout simplement parce que si vous appliquez les mêmes méthodes, dans un millénaire, vous y êtes encore. C'est ce qu'on essaye d'expliquer, nous, en France. On leur dit, mais si vous continuez à rénover au rythme auquel vous le faites les canalisations de l'eau, il y en a pour 500 ans. Et le temps qu'on ait fini, il faudra recommencer. Et sans doute faudra-t-il le faire avant. D'ailleurs, dans 500 ans, où serons-nous? Nous sommes tous mis au défi de modifier l'ensemble. Alors, c'est un devoir d'invention, mais je vous le dis, ça va dépendre de vous, parce que c'est forcément les plus nombreux qui donnent le rythme total. Alors, on vous fait le reproche de dire « Ah, vous devez être plus écologiste que les autres ». C'est pas faux, mais on se demande bien comment vous allez faire. Je n'en sais rien. Mais pourquoi devriez-vous, vous priver de ce dont les autres ne se sont pas privés? De leur extractivisme, etc. C'est une situation complexe. Mais vous voyez, quiconque se présenterait devant vous, comme je l'ai vu à maintes occasions, pour venir faire la leçon, je sais que vous l'écouterez avec patience et respect comme vous le faites toujours, mais dites-vous que ce sont des 10 heures de baliverne. De baliverne. Il ferait mieux d'inviter à l'écoute, à l'apprentissage des chemins qui ont déjà été ouverts. Car bien sûr, les populations de l'Afrique ne sont pas restées les bras ballants en attendant que les choses s'arrangent toutes seules. Partout, on a entrepris, essayé, innové, cherché, inventé de nouvelles formules ou montré que certaines valaient et d'autres rien. Et c'est dans cet ordre qui est continuellement déséquilibre numérique à l'échelle de la planète, que le monde tout entier connaît, en plus des limites d'un système, d'un mode de production, en plus d'une crise de son anthropocène, une crise de son ordre géopolitique. Les États-Unis d'Amérique, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas remonter trop dans le temps, ont assumé une sorte de domination qui mettait en ordre l'ordre du monde. Et puis, comme il y avait eu, à l'issue de la Première Guerre mondiale, élargie et confortée par la Seconde, l'espace de ce qu'on appelait le camp socialiste, il y avait en quelque sorte deux systèmes. Et dans notre partie du monde, vous, nous, ici c'était plus disputé, mais chez nous c'était réglé, il y avait là aussi une confrontation. Il n'y en a plus. Et depuis 1990, il n'y a qu'un seul et unique mode de production qui l'emporte sur la planète entière. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit en ordre. Je ne m'étends pas, je m'en remets à ceux de vos enseignants qui en sont les maîtres. Ce système ne peut pas fonctionner autrement qu'ordonné. Il est ordonné de deux manières, par la force du plus puissant et par la loi. Nous autres tous, on est plutôt du côté de la loi, vu que la force en général, elle ne nous sert pas. La loi, c'est l'unique chose que nous avons réussi à créer à travers deux massacres de masse mondiaux. La Première et la Deuxième Guerre. C'est d'abord la Société des Nations, c'est aujourd'hui l'ONU, pleine de défauts, à qui parfois on confie des missions sans lui en donner les moyens, comme ça a été le cas ici dans l'Est du pays. Je le sais tout ça, mais c'est l'unique chose à quoi nous pouvons nous accrocher pour faire autre chose que des démonstrations de force. À nous de savoir de quel côté on va. Conforter un monde ordonné ou accepter les bavardages sur le monde multipolaire et je ne sais quelle salade destinée à enrober le fait que, ma foi, chacun y va de sa force. Nous avons connu, nous autres, les Européens, le monde multipolaire, y compris sur votre dos. Et comment ça finit? Par la guerre. Parce que dans le monde multipolaire, il y a tout le temps quelqu'un qui pense qu'il est plus polaire que l'autre. Et c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Nous avons intérêt à un monde organisé. Or, il ne l'est plus. Parce que la puissance matérielle et les privilèges sur lesquels il est construit, et notamment les privilèges des États-Unis d'Amérique qui peuvent battre monnaie sans aucune contrepartie matérielle, est en train de s'effondrer. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les BRICS, qui en janvier prochain vont s'élargir à 6 pays de plus, et bientôt davantage encore, représentent une part plus importante de la richesse du monde
que celle qui est accumulée dans les mains du G7, qui dans les années 70 était l'impérium mondial par excellence. Ils avaient inventé ce G7 pour contourner toutes les autres institutions, et G7 se réunait, qui donnait des ordres à G20, lequel donnait des ordres à tous les autres. Et voilà comment l'ordre de la puissance se substitue à l'ordre de la loi et de l'ordre international représenté par l'ONU. C'est pourquoi vous avez dorénavant à vous interroger. Moi, je viens d'un petit pays, en surface et en nombre d'habitants. Dès lors, quand je me pose la question de la puissance, je me la pose comme vous. En quoi consiste la puissance, à part les démonstrations de force? Qu'attendons-nous de la puissance? Nous attendons la liberté, c'est-à-dire le droit de disposer de nous-mêmes et de faire ce que nous avons décidé de faire par les voies de la démocratie. La puissance, c'est donc la souveraineté. Et la souveraineté est directement liée à la démocratie. C'est pourquoi je dis, quand on reprovoque des violences guerrières comme celles qu'on provoque à l'est du pays, c'est tout le pays qui est impliqué, notamment parce que c'est sa démocratie qui est impliquée. Mais si je vais plus au fond, la puissance est d'abord cette capacité à assurer la souveraineté pour soi-même. Dès lors, tout est dans l'esprit. C'est pourquoi est si important pour nous, Français, et sans doute aussi pour vous, par le facteur de la mise en commun de la culture cumulative dans notre langue commune. L'entraide que nous pouvons organiser entre nous. Je n'ai pas dit la solidarité. Un de mes camarades a expliqué que dans la solidarité, il y en a toujours un qui tend la main. Je parle d'entraide. Je viens vous dire, peut-être pour la première fois de votre vie, parlant comme Européens et comme Français, que c'est nos peuples qui ont besoin de vous, et pas l'inverse. Et que donc, j'assume de prendre sur moi-même, comme autre voix de la France, de vous dire cette vérité et de tâcher d'y trouver une réponse mutuellement profitable. Et non pas une nouvelle escroquerie intellectuelle où les uns se mettent au service des autres. Nous avons besoin d'avoir une politique des causes communes. Les causes communes, ce sont celles de l'esprit. Vous, vous êtes fait voler le 19e siècle par l'esclavage. Vous, vous êtes fait voler le 20e siècle par la colonisation. Ils sont en train de vous voler le 21e siècle par l'exploration de l'espace, où ils ont décidé que premier arrivé, premier servi. Nous autres Français, nous ne sommes dorénavant ni assez nombreux cultivés, ni assez nombreux éduqués pour faire face tout seul et pour savoir faire tout seul. C'est pourquoi j'avais proposé, dans l'hypothèse où j'aurais été élu dans mon pays, qu'on constitue une université de l'espace qui serait une université commune au peuple de notre espace de créolisation dans la langue commune. De la même manière, depuis que le Brésil, ayant par ailleurs reçu la réponse favorable de la République démocratique du Congo et, je crois, d'un pays asiatique, ont décidé de mettre en commun leur savoir pour aborder la question de la forêt. Vous avez une université extrêmement avancée dans ce domaine. Nous avons nous-mêmes un certain savoir-faire. Que ne le mettons-nous en commun pour organiser une université internationale de la forêt, puisque nous-mêmes, Français, ayant en charge un bout de l'Amazonie, vous autres ayant en charge le plus grand espace forestier du continent et un des poumons de l'humanité, est-ce que nous n'avons pas là, à l'évidence, une cause commune où chacun amène quoi? Eh bien, son cerveau, son savoir-faire, ce qu'il est capable d'apprendre, ce qu'il a déjà appris. Et dans ce domaine, alors, nous sommes à pleine et complète égalité. Est-ce que nous ne pourrions pas avoir ensemble une université de la mer, puisque vous avez une façade maritime, puisque vous avez comme nous le problème de la fourniture en énergie, et que vous savez, comme nous, qu'il y a une limite à la construction des barrages hydrauliques, du fait des surfaces immenses qu'ils occupent ensuite en lac, qu'il y a évidemment une limite à produire avec le charbon ou avec les combustibles carbonés, puisqu'on contribue directement à la pagaille universelle. Et qu'enfin, il y a le plus grand danger à utiliser l'énergie atomique, car si elle est sûre les 3/4 du temps, le quart qui reste, elle est définitivement mortelle. Et il suffit de voir ce qui s'est passé à Fukushima. Et il suffit de voir ce qui s'est passé dans les autres endroits du monde où nous avons eu affaire à un accident. Dès lors, où allons-nous trouver cette énergie?
Bien sûr, on parle du solaire. Vous avez de manière extrêmement habile utilisé les mini-réseaux autour d'une captation solaire. Et de cette manière, vous avez répondu à la question de savoir par quel réseau on pouvait régler le problème de l'électrification. Certainement pas en étendant les réseaux existants, mais plutôt en recréant sur des structures qui, étant plus modestes, sont plus faciles à maîtriser et à installer. Mais vous, nous avons la même ressource accessible, on a de la chance puisqu'on a une façade maritime. C'est l'immense énergie des mers. Il y a en mer, aussi longtemps que la Lune tournera autour de la Terre, le mouvement des marées, le mouvement de la houle, c'est-à-dire 366 fois l'énergie dont la Terre a besoin aujourd'hui. Il nous suffit de nous y mettre. Et plus vite on s'y mettra, plus vite on réglera le problème de l'accès à l'électricité, car sans l'électricité, nous ne pouvons pas avancer. C'est elle qui nous libère du devoir qui s'est imposé aux populations tant de fois de déforester, non pas parce qu'ils n'aiment pas la forêt, mais pour l'unique raison que c'est la seule source d'énergie dont ils disposent. Et que ceux qui sont coupables de cette situation, ce ne sont pas ceux qui coupent les arbres, c'est ceux qui empêchent les gens de n'avoir aucun autre moyen que celui-là de vivre. Voilà comment on doit aborder avec responsabilité les problèmes en faisant confiance à l'intelligence. J'ai dit que l'ordre du monde changeait. Il va changer sous vos yeux. Si nous parvenons à la fin du siècle, j'admets que statistiquement mes chances sont plus réduites que les vôtres, mais si nous y parvenons tous, ou si vous y parvenez vous, vous aurez à faire face à cette situation en cours de route. La désoccidentalisation du monde, se vend la formule de mon camarade, ami, l'intellectuel Christophe Ventura, qui a fait un livre sur ce sujet, est en route. La position de la Chine vous offre dans le moment le confort de n'être plus à la disposition du seul et même maître. Et ça permet d'équilibrer. Nous autres Français, nous avons abusé de ça, usé et abusé, tant qu'on a pu, entre Américains et Russes. Alors, je ne vous ferai jamais le reproche d'en faire autant avec d'autres. Parce que, des fois, c'est la seule manière qu'on a de rester maître de soi-même. Mais, nous pouvons nous dire entre nous qu'il faut le faire sans illusion. Le goût de la domination vient vite, même à ceux qui ne l'avaient pas auparavant. Et il y a une façon de s'approprier ce qui, pour l'instant, est aux autres, qui peut devenir déplaisante. Mais sans entrer dans le détail, qui pourrait vous faire croire que je compte me mêler de vos affaires, ce que je n'ai surtout pas l'intention de faire, ayant assez à faire avec les miennes. Je sais qu'au fond, je peux vous parler un langage avec lequel je serai compris. Je plaide pour ma patrie, plutôt que cette absurde alliance militaire de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Voyez-vous, l'OTAN est allée en Afghanistan, qui, comme chacun le sait, a une frontière avec l'Atlantique. L'OTAN est dignement représentée en Méditerranée, où il n'y a pas d'Atlantique, etc., etc. Cette pitoyable farce nous embrigade. Et c'est contre cet embrigadement que je veux parler. Je plaide devant vous pour trouver parmi les Congolais les alliés d'une politique, celle du non-alignement. Le non-alignement ne veut pas dire la neutralité, ni non plus la thèse absurde de l'équidistance. Nous ne sommes pas équidistants entre l'envahisseur et l'envahi. Je ne suis pas équidistant entre le Rwanda et la République du Congo. J'ai choisi, c'est la République du Congo qui a raison. Je le dis, et j'espère que ça fasse assez de bruit pour qu'on l'entende jusqu'en Europe, puisque le Parlement européen a pris une disposition. Alors maintenant, il doit nous dire ce qu'il compte faire réellement pour faire cesser le massacre. Le non-alignement ne signifie ni la neutralité, ni l'équidistance. Il signifie que chaque nation est maîtresse d'elle-même et fait le choix dans chaque circonstance de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Il faut que cesse enfin dans ce monde le deux poids, deux mesures. Seuls les non-alignés sont capables d'une parole indépendante, autonome,
capable de dire ceci est le mal, ceci est le bien, et le lendemain de dire c'est vous qui faites le mal, c'est vous qui faites le bien. Seul le non-alignement permet l'indépendance. Et l'indépendance est la condition de la souveraineté. Et la souveraineté est la condition de la démocratie. Voilà comment tous ces concepts se tiennent l'un à l'autre. Il y a dans votre histoire nationale les éléments qui ont permis, dès la première heure, de le comprendre. C'est pourquoi je suis allé au monument Patrice Lumumba, parce que son premier discours m'a fasciné pour cela, puisque tout est contenu en quelque sorte dans ce discours. Bien sûr, nous sommes à une autre époque, bien sûr, il faut tout réinventer, nous le savons tous. Mais nous avons d'abord et avant tout besoin d'une claire compréhension des événements, sinon nous agissons à l'aveuglette. Et à l'aveuglette, on fait n'importe quoi. On se trompe. Et chaque fois qu'on se trompe, quand on dirige des grands pays, comme c'est le cas du vôtre, comme c'est le cas du mien, alors on fait le malheur des autres. Vous autres, vous êtes 110 millions. Vous serez très rapidement 120, 130, 140. Vous serez parmi les toutes premières nations du continent africain. Et par conséquent, votre contribution à la vie de ce continent sera décisive. Nous avons la chance encore, à cette heure, d'avoir une langue d'usage en commun. Peut-être que le swahili finira par être la langue parlée par toute l'Afrique, je n'en sais rien. Mais permettez à l'intellectuel et au littéraire de vous dire combien il pleurerait le fait que nous n'ayons plus cette langue en commun. Voyez-vous, cette langue commune est une invention. Mesdames, Messieurs, elle n'est pas française. La langue commune appartient à ceux qui la parlent. Notez qu'à partir de là, elle n'appartient pas à ceux qui ne la parlent pas. Et peut-être pourrait-on en entendre un écho dans la francophonie. Mieux vaut que s'occupent de la francophonie ceux qui parlent français, plutôt que ceux qui ont renoncé à le faire. Mais, comme vous voyez que je vise quelqu'un, j'en reviens au cœur de mon propos. La langue française est une invention politique. C'est un roi de France qui a décidé qu'on la parlerait. Et les poètes de cour, aussitôt, comme tous les poètes de cour, se sont mis à glapir que c'était une idée géniale. Il y avait cependant un problème, un lourd problème, qu'ont immédiatement identifié les poètes de cour, notamment Joachim du Bellay, dans son livre « Défense et illustration de la langue française ». Il y avait un problème, un énorme problème. On manquait de mots. Cette langue était une pauvre langue d'un recoin d'un pays. Et donc, dès le début, il a fallu trouver des mots. Alors du Bellay dit, ben, si on ne sait pas, on n'a qu'à prendre tout ce qu'il y a en latin ou en grec, et puis on le met. Et puis après, comme c'était un aristocrate comme les autres, et qui n'avait absolument aucune idée du travail, qui était considéré à l'époque dans la noblesse comme une déchéance, alors il dit, et d'ailleurs, et pour le reste, il n'y a qu'à apprendre le vocabulaire des ouvriers. On ne sait pas ce qu'ils disent, mais ça doit être intéressant parce que c'est avec ça qu'ils travaillent et on dépend d'eux. Et donc, ils ont commencé à remplir avec des mots. Que croyez-vous qu'il va se passer dans le temps qui arrive devant nous? Nous sommes 69 millions, c'est ça? Alors, bientôt, au rythme où on va, on ne sera plus que 67. Auparavant, on sera 75, c'est-à-dire plus nombreux que les Allemands, ce qui, en général, est assez rock'n'roll en Europe. Et puis, vous serez 110, 120, 130 millions. Dès lors, la langue d'usage commun, c'est la vôtre, davantage que la nôtre, puisque vous en êtes les premiers utilisateurs. Alors, il faut la penser dès maintenant, d'après le mot que j'ai emprunté à mon compatriote Édouard Glissant, poète et philosophe. Édouard Glissant a pris l'exemple des conséquences de l'esclavage sur les populations des Antilles. L'esclavage qui a été un crime contre l'humanité qui a duré 3 siècles que les Européens ont souvent tendance à oublier. 3 siècles. Et tous ces pauvres gens qui ont débarqué n'arrivaient pas du même pays, ne parlaient pas la même langue, n'étaient souvent pas du même milieu les uns avec les autres. Mais comment rester un être humain, une femme, un homme, avec ce que ce mot veut dire, de quête de dignité personnelle,
si on ne peut même pas échanger avec le voisin, partager sa souffrance? Et en premier lieu, a surgi une musique commune. Ce sont les mélopées qu'on entend sur l'île de la Réunion. Ce sont ces chants, ces danses. Et puis ensuite, il y a eu la production d'une langue. C'est la langue commune qui a permis de restaurer les individus déracinés, humiliés, esclavagisés, transformés en choses, et leur a permis de se redresser comme êtres humains devant les maîtres qu'ils ont fini par vaincre. La langue, et ça a été la créolisation. La créolisation est le plus grand des bienfaits qui puissent arriver aux êtres humains. Entre ce que nous sommes aujourd'hui et l'aspiration aux droits universels et aux réalités universelles auxquelles nous aspirons, il y a entre les deux notre participation individuelle comme créateur de cette créolisation. Je ne suis donc pas en train de faire l'apologie de la langue française. Je suis en train de faire devant vous l'apologie en signalant le devoir qu'elle vous crée d'une langue que nous avons en commun et que nous partagerons d'ici la fin du siècle, peut-être avec 1 milliard d'autres êtres humains, ce qui est un atout pour chacun d'entre nous. Et naturellement, le meilleur moyen d'y accéder, c'est de continuer à parler sa langue maternelle quand on en a une autre, et d'en apprendre d'autres aussi. Mais la créolisation se présente comme un espace de vie commune. Et vous ne pouvez peut-être pas deviner à quel point le surgissement de l'inconnu bouleverse et renouvelle les routines dans lesquelles les peuples vieillissants ont tôt fait de s'enfermer. Je regardais quelques-unes de vos créations en art plastique. Il se trouve que je suis quasiment ignorant dans ce domaine, mais extrêmement sensible. Et par conséquent, un tableau, une sculpture me parle avec une force à peu près aussi grande qu'un texte, que ce soit de la poésie ou de la prose. J'écoutais les chansons. Je regardais parmi mes compatriotes ceux qui ont la chance d'avoir des racines communes avec vous. Je les regarde vivre et parler. Et je vois quelle source extraordinaire de renouveau, d'intelligence, d'ouverture. Ouverture par la bousculade de ce qui est neuf par rapport à ce qui est ancien. Voilà tout ce que j'avais à dire et bien d'autres choses. Dans mon livre, j'évoque des problèmes qui sont peut-être moins violents pour vous que pour nous, je ne sais pas. Mais les droits de l'espèce humaine en tant qu'espèce singulière, ayant une organisation biologique qui fait que nous souffrons, mesdames, messieurs, de ne plus avoir accès à la nuit, parce qu'un quart de l'humanité ne sait pas ce qu'est la nuit, pour la raison que tout est tout le temps éclairé. Nous souffrons des questions qui sont liées au silence, parce que 40% de l'humanité ignore absolument ce qu'est le silence. Et la destruction du silence éteint les espèces animales qui avaient besoin des ondes sonores qui sont aujourd'hui occupées par le vacarme humain pour se rencontrer, se reproduire, etc. Les besoins fondamentaux de l'espèce humaine en tant qu'espèce animale, car n'oublions jamais que nous le sommes. En tout cas, moi je me reconnais dans cette définition qui est celle de l'humanisme lui-même et qui fut persécuté pour le dire. Dans cette dimension, nous sommes privés de nos droits. J'évoque ceci, j'évoque la culture cumulative numérisée qu'on peut qualifier aujourd'hui de noosphère, terme que je reprends à un jésuite français et à un chimiste soviétique qui le partageait, etc. Combien d'autres choses. Je forme le vœu que s'il est dans vos possibilités d'accéder à mon livre, le cas échéant vous-même, vous puissiez en opérer non pas la traduction, mais la mise en œuvre à propos de l'étude des phénomènes africains pour mieux les comprendre et sans doute mieux les anticiper. Si l'Afrique reproduit les erreurs de l'Occident, il n'y aura plus d'humanité. Si l'Afrique invente un nouveau chemin, il y aura une nouvelle humanité, et l'Afrique nouvelle sera l'humanité nouvelle.
C'était un exposé très illustré et cela nous permet d'ouvrir la série de questions et réponses. Nous allons procéder en 2 temps. Nous allons prendre une première série de 4 questions et ensuite nous pourrons voir si on peut en ajouter d'autres. Alors, ceux qui auront la parole pour poser leurs questions devront d'abord se présenter. Vous donnez votre nom et vous dites ce que vous faites et vous posez votre question. Je vous invite à la concision et à la précision. Oui, monsieur ici, posez votre question, présentez-vous et posez votre question à monsieur Jean-Luc Mélenchon. Je vous rassure, hein, je n'ai pas en train de préparer mes réponses, c'est que je suis malentendant et par conséquent j'ai parfois besoin d'aide, mais vous voyez, ça n'empêche rien, ça développe l'imagination. Merci beaucoup. C'est Merveille Mouteba, licencié en droit. Oui, c'est Merveille Mouteba, licencié en droit. Monsieur Mélenchon, c'est pour moi un plaisir de pouvoir vous voir au Congo parce que vous êtes pour moi une sorte d'idole. Mais je m'en vais directement à la question. Au soir de votre déclic. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis. Nous avons commencé très bien. Restons disciplinés. Tolérons les autres. Allez-y. Oui, au soir de la déclic, vous avez dit « faites mieux ». Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte, comme vous l'avez dit toujours dans le même discours, que le peuple français était confronté à choisir entre des mots. Mais ici, en République démocratique du Congo, nous sommes aussi confrontés à ne pas choisir. Mais on nous impose par l'Occident des décisions, des dirigeants. Jusqu'à présent, la révolution citoyenne dont vous faites allusion, aujourd'hui, ne nous a pas encore nous n'avons pas encore bien compris cette notion pour arriver à être finalement libres, dont la puissance que vous venez de souligner dans les discours précédents. Merci beaucoup. Ok. Ok, monsieur, posez votre question, allez-y. Merci rapidement, beaucoup. S'il vous plaît, rapidement. Je vais aller rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Mélenchon, vous avez relevé 2 éléments importants. Vous avez parlé d'une diplomatie de l'équilibre et non de l'équidistance. Et j'ai retrouvé le même mot dans les discours sur la conférence diplomatique de monsieur Macron le 29 août dernier. Et je voudrais savoir quel est votre sens de la diplomatie d'équilibre entre l'Afrique et l'Europe, par exemple. La deuxième question, elle est toute simple également. Vous avez parlé de l'affaiblissement de l'Occident avec tous les défis, ainsi de suite. Et vous avez également fait mention du défi ou de dérèglement démographique que connaît le monde. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Nations Unies, comme forme d'organisation sociale des activités internationales, sont dépassées par cette question de dérèglement démographique? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez... Oui, la dame, oui, donnez à la dame. Merci pour la parole accordée. Je suis Astrid Ginzamba, étudiante en 3e année de... Je suis Astrid Ginzamba, étudiante en 3e année de graduat, département de droits de l'homme. Monsieur, Astrid Ginzamba, étudiante en 3e année de graduat dans le département de droits de l'homme. Monsieur Mélenchon, nous vous avons entendu appeler à la mise en commun, chose qui paraît fascinante mais qui ne nous séduit pas, parce que à chaque fois que nous avons reçu cette invitation à la mise en commun, nous avons été exploités. Moi, ma question se tournerait autour de la problématique si vous arrivez à être élu président de la France. Pourrions-nous imaginer, pourrions-nous espérer avoir de partenariats clairs et non? Parce que vous avez évoqué la notion de la capacité d'appeler, de nommer les choses en fait. Parce que le vocabulaire français, le vocabulaire européen de l'entraide, de l'aide, nous a assez créé de problèmes et nous a assez exploités. Et non, moi, ma question est de savoir si vous
vous parvenez à être élu président de la France, pouvons-nous espérer de vous un partenariat clair, sur des notions claires et propres, discutées dans le domaine économique? Soyez tolérants, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Un peu de tolérance. Ça va? Ok, nous prenons une question au fond de la salle. Oui, donnez-lui le micro. La dernière de la première série, oui, donnez-lui. Oui, allez-y, monsieur. Bien, merci pour la parole accordée. Avant de me lancer dans ma question, j'aimerais vous remercier pour votre lutte, qui est l'égalité et la paix, qui est la nôtre en tant que peuple congolais. Au-delà de votre bonne foi, qui est celui de nous aider dans ces combats contre l'oppresseur, nous aimerions connaître les comment faire pour y parvenir. De telle sorte que ce soutien ne soit pas qu'en parole, mais aussi en acte. Et nous aimerions savoir ce que vous pensez de la francophobie qui s'est intensifiée par la politique française actuelle, pour ne pas dire une politique macronienne ou macroniste. Que proposez-vous pour sauver l'image de votre France, l'image de votre politique étrangère et précisément en Afrique? Bien, merci. Merci. Nous allons d'abord donner la parole à M. Jean-Luc Mélenchon. Il va répondre. Merci. Et ensuite, nous verrons si on pourra ajouter une autre série de questions. On fait comme on peut. Alors, je commence par... Je ne peux pas répondre à votre question. La question numéro 1. De quel droit le ferais-je? Si quelqu'un va faire l'histoire de ce pays, c'est vous, c'est pas moi. Je n'ai que ça à vous dire comme réponse. Et je le fais en étant conscient de l'âpreté de ma réponse, parce que votre question, évidemment, elle est censée. J'ai connu la période où les hommes de gauche ou les femmes de gauche qui arrivaient d'Europe expliquaient aux autres ce qu'ils devaient faire. Comment il fallait faire le socialisme, comment il fallait gouverner, comment ceci, comment cela. Ils n'écoutaient jamais rien. Et ils sont passés comme ça à côté de bien des choses. Vous évoquez à juste titre le fait que mon livre traite de la révolution citoyenne. Je vous ai dit il y a un instant mon intention, par respect pour vous tous, car je vous connais, vous êtes jeunes, donc vous êtes beaucoup d'entre vous intellectuellement engagés. Vous avez un choix, une préférence, et mon devoir est de le respecter. Donc je ne viens pas vous brutaliser utilisant la position que le recteur, les professeurs me donnent, et pour vous dire faites ceci ou ne faites pas cela. La révolution citoyenne contient un concept. C'est que le peuple urbanisé, mis en réseau et connecté, veut contrôler. Et j'ai pris 20 pays différents pour que ce ne soit pas toujours la répétition des situations européennes prises comme modèle. Les révolutions citoyennes que j'ai étudiées, c'est celle du Soudan, c'est celle du Liban, c'est celle de la Turquie. Révolution aboutie ou pas aboutie. C'est celle du Chili, celle de l'Équateur, celle des Philippines. Je les ai prises sur l'ensemble des continents, puisque sur l'ensemble des continents, les mêmes conditions de base se réunissaient. Urbanisation, explosion du nombre, cité, connexion. Et j'ai discerné des constantes. Si bien que mon livre peut aussi bien être considéré comme un manuel, pardon, monsieur le recteur, comme un manuel pour jeunes révolutionnaires, qui chercherait à se renseigner sur comment les autres font, que pour n'importe quel gouvernant qui se dirait « mais que demandent les gens? Que veulent-ils » à la fin, parce que les gouvernants ne sont pas par définition malveillants et ennemis de leur propre peuple. Ça vous arrivera, hein? Vous aussi, vous serez dans cette situation. Et à ce moment-là, quelle que soit l'option que vous avez faite, vous me direz comment je peux me rendre utile? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'y prendre? Le pari que fait ce livre et ma tradition historique, philosophique, c'est celle de l'implication humaine. Je ne crois pas à la technocratie. Je ne crois pas que les solutions puissent être techniques. Je pense qu'elles sont d'abord humaines qui investissent la technique. Si vous amenez la technique sans les êtres humains, vous avez perdu. Ça ne sert à rien. Ou plus exactement, ça ne sert qu'à une chose, valoriser le rôle de ceux qui maîtrisent la technique et les gens capables de la mettre en œuvre. Donc, la technique, au lieu d'être un moyen de libération, devient un moyen de domination et d'oppression. Je ne crois pas m'exprimer d'une manière trop abstraite, surtout m'adressant à des intellectuels.
Vous, moi, on partage cette manière de regarder la réalité. Nous avons besoin de cadres qui nous permettent de comprendre. Et c'est ce qu'il faut comprendre à présent. L'impératif de la citoyenneté. L'impératif comme solution. Je l'ai utilisé, pardon, comme un slogan politique, je le réutilise devant vous comme un slogan ethnologique ou anthropologique. Le peuple n'est pas le problème, il est la solution. C'est-à-dire que l'intelligence collective va nous permettre de nous sortir de n'importe quelle situation. Alors après, il faut avoir le respect des mots. Et j'entends bien faire respecter les miens. Pourquoi? Parce que dans mon pays, on me fait la guerre tous les jours, sur un mot. Vous n'avez pas dit ceci, monsieur Mélenchon. Honte à vous. Vous n'avez pas dit « je condamne les révoltes urbaines ». En effet, je ne l'ai pas dit. J'ai dit « je demande la justice ». Je l'ai demandé pour mes jeunes compatriotes assassinés. Et là, je n'ai pas dit terrorisme, j'ai dit crime de guerre. Parce que le terrorisme, en tant que politique inventée par Samuel Huntington et les autres, c'est une manière de se dispenser du droit. Et on organise à partir de là la lutte du bien contre le mal. Et dans la lutte du bien contre le mal, il n'y a ni règles, ni limites. Dans le droit, il y en a. Vous êtes juriste. Le crime contre l'humanité, il est défini objectivement par les lois internationales. Les actes de crimes de guerre sont définis. C'est pourquoi nous pouvons dire qui est criminel de guerre et qui ne l'est pas. Ce n'est pas une imputation en général. Et nous sortons de ce qui n'est pas maîtrisable. Alors oui, j'ai parlé de crimes de guerre. Et je demande que tous les crimes de guerre soient condamnés. Et j'espère que, comme moi, vous pensez qu'une vie humaine en vaut une autre. Et que ce n'est pas le drapeau qui fait l'importance d'une vie humaine. C'est ce que chaque être humain est capable d'apporter aux autres. Raison pour laquelle nous croyons fondamentalement à la règle qui veut qu'on juge les gens d'après leurs actes et pas d'après leurs intentions. Et si on les juge d'après leurs actes, alors on fait du droit, comme vous en faites. Et sinon, on fait autre chose. Des croisades, des luttes extrêmement émouvantes quant au vocabulaire, mais sinistres dans les conséquences qu'elles impliquent. Je dis, il faut respecter les mots. Je n'ai pas parlé de politique d'équilibre. Et je ne parlerai jamais de politique d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre possible entre l'agresseur et l'agressé. Je suis du côté de l'agressé. Il n'y a pas d'équilibre à tenir entre la Russie et l'Ukraine, parce que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Et je passe les autres exemples. Il n'y a pas d'équilibre entre votre voisin intrusif et vous-même, parce que les actes qu'il pose sont contraires au droit, pas à mon intention, à mon affection ou à mon amitié. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelles sont les règles dont nous sommes tous convenus. Nous sommes convenus que les frontières sont intangibles. C'est clair, ça, tout le monde comprend. Intangibles. Et si elles viennent à être mises en cause, ça arrive des fois dans l'histoire. Évidemment que ça arrive. Alors il faut s'organiser rationnellement pour faire face à ça. Je l'ai proposé pour l'Europe. À peine avais-je fini de parler qu'on m'a dit « Ah, il veut remettre en cause les frontières en Europe ». Pas du tout, je suis prévoyant. Si les Écossais veulent leur indépendance, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit non, on va leur interdire de le faire. Si les Catalans le font, et ainsi de suite. Beaucoup de frontières en Europe sont des frontières instables. Et de chaque côté, des gens qui n'ont pas l'habitude de se payer de mots, dont la violence est manifestée 1000 fois dans l'histoire, comme chaque fois qu'il est question d'une frontière. Donc mieux vaut organiser des conférences des frontières en Europe que d'attendre que les frontières explosent. Si les Flamands décident de rejoindre, comme l'a demandé leur leader, les Pays-Bas, les Flamands, vous connaissez, c'est chez votre ex-colon. D'accord? Alors les Wallons, qu'est-ce qu'ils font? Avec eux, on a la langue en commun. Vous voyez, ce sont des problèmes très concrets. Moi, je vous parle comme Français. On ne change pas les frontières à ma frontière sans que j'ai quelque chose à dire. Hein. Je préfère prévenir tout le monde. À bon entendeur, salut. On ne changera pas les frontières comme ça, sans que nous ayons quelque chose à dire. Je prends ces exemples pour ne pas les prendre en Afrique, pour ne pas vous donner le sentiment que les problèmes seraient concentrés ici, parce que ce n'est pas le cas. Donc je ne suis pas partisan de la politique d'équilibre. Je suis partisan de la politique du droit, et du droit international consenti et qu'on fait respecter par tous. Premier élément. Deuxième élément, je ne parlerai jamais de dérèglement démographique.
Et je demande à ceux qui parlent de dérèglement démographique d'aller le dire les yeux dans les yeux au papa ou à la maman des enfants en question. Et s'ils se rendent compte de l'indécence de son propos, alors qu'ils ne viennent pas me demander de parler comme lui, parce que je ne veux pas être indécent. Nos enfants sont les bienvenus si nous les avons voulus et choisis. Et nous faisons une humanité tous ensemble. Et il ne peut pas être question que les uns aient des droits dans ce domaine, tandis qu'aux autres, on les disputerait, on les calculerait, alors qu'on ne l'a jamais fait pour nous-mêmes. Voilà pourquoi il n'y a pas de dérèglement démographique. Il y a une situation démographique en transition. Les démographes vous le disent. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, la fécondité est à un certain niveau, puis, lorsque certains facteurs sociaux interviennent, elle passe à un autre. Lorsque certains facteurs sociaux passent à un autre. Quels facteurs sociaux? Par exemple, l'éducation. Par exemple, la santé. Alors, il nous faut des budgets publics d'éducation. Il faut donc que le FMI et la Banque mondiale cessent de demander à tous les États de disparaître au profit du privé. Parce que seul l'État est en état d'accomplir la mission de service public d'éduquer. Et éduquer, ce n'est pas une activité comme une autre. C'est l'activité centrale de tous les êtres humains depuis des millénaires. Transmettre le savoir d'une génération à l'autre. Voilà comment la politique s'articule avec des concepts comme la décence et la morale. Il n'y a pas de dérèglement démographique. Il y a une situation en transition. Si, quelque part, les uns ou les autres viennent à penser que leur famille est déjà suffisamment nombreuse et qu'ils souhaitent ou ils se proposent que leurs descendants s'accommodent autrement de leur propre descendance, eh bien alors, il faut en réunir les moyens. Et ça ne consistera pas à montrer du doigt les gens, parce que ça ne sert à rien. Et je l'ai dit, c'est mal poli, grossier et indécent. Ça veut dire mettre à la disposition des gens et du public et de la société les moyens qui permettent à chacun de décider librement ce qu'il fait, et non pas de force ce que quelqu'un d'autre a décidé pour lui, qui souvent ne se l'applique pas à lui-même. Car j'ai remarqué que les puissants et les riches ne sont pas si moraux que ça dans leur propre existence, en tout cas pas autant qu'ils le recommandent aux autres. Après, vous avez parlé des paroles et des actes. Eh bien, je suis bien content que vous fassiez le rapprochement entre les deux, parce que vous avez en face de vous des gens qui, justement, font cette liaison. Je suis venu ici, tout le monde le sait, avec M. Arnaud Le Gall, député du Val d'Oise, Mme Nadège Abo-Mongoli, députée de la Seine-Saint-Denis, M. Carlos Bilongo, député du Val d'Oise. Alors les quatre, nous sommes des insoumis, vous vous en doutiez. Mais nous ne sommes pas que 4, nous sommes 75 dans l'Assemblée nationale. Et à l'initiative de ces trois-là, dont l'une est membre du bureau de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Mme Abo-Mongoli, ceux-là ont déposé et signé à 75, et je fais le pari que bientôt on sera plus nombreux, une résolution portée au vote de l'Assemblée nationale française, qui traite de la question de l'Est. Après tout, on pourrait dire, qu'est-ce que 3 Français comme ça, 4, 75, tout d'un coup, qu'est-ce qui leur prend? Ben justement, c'est nous qui rompons le mur du silence. C'est nous, et personne d'autre. Et quand ce texte a été présenté, il dit quoi? 3 choses. 1, rappel de la fraternité entre les Français et les Congolais. 2, la condamnation des actes. Et dans la résolution de l'ONU aujourd'hui, c'est une résolution de son office pour l'immigration. De nouveau, la responsabilité du Rwanda est pointée. On ne fait pas de la politique sans nommer les choses. Et je pense que c'est une façon de respecter ses interlocuteurs que de leur dire « Coucou, on t'a vu. On t'a vu, on sait que tu es là. » Donc on te demande, comme nation civilisée, d'arrêter de faire ça, parce que ce n'est pas le droit international. Ça, c'est dans notre texte. Nous condamnons. Nous sommes venus ici, au point de départ, en ayant 2 objectifs. Le premier, pour moi, je voulais présenter mon livre dans les pays francophones. La première nation francophone du monde, c'est vous. C'est comme ça. Donc je me suis dit, chaque homme, chaque femme, ça signe des devoirs, il faut bien qu'on ait une prétention dans l'existence pour s'aider à se lever le matin. Le professeur est persuadé qu'il enfante des génies tous les jours par son cours. Eh bien, l'homme politique, la femme politique pense que ce qu'il fait sert à quelque chose et peut changer l'histoire du monde. D'ailleurs, si on n'essaye pas, on ne risque pas d'y arriver. Donc, si on veut voir ce que ça donne, il faut le faire. Comme disait l'autre, on s'avance et puis on voit.
Donc nous sommes avancés. Je voulais présenter mon livre, mais nous avons décidé que puisque nous venions ici, alors on ne tournerait pas autour du pot. Je ne me donnerai pas seulement le rôle gratifiant de l'intellectuel qui vient avec un livre de 350 pages décrire le monde. Je viendrai comme un militant politique, un militant de la cause à laquelle je crois, c'est-à-dire venant ici pour donner le coup de main à la fraternité congolaise dans l'effort qu'elle fait pour rompre le mur du silence, qui fait que le plus grand déplacement de population observé pour des raisons politiques de l'ère moderne, c'est ici qu'il a lieu et que personne ne veut en parler. Eh bien, on en parlera. Et à mon retour, nous allons, grâce au bruit que vous avez fait tout à l'heure, en accueillant mes paroles sur le sujet, je pense qu'il y a des observateurs qui se disent « Tiens, ce que dit Mélenchon a été approuvé par une salle de jeunes gens, et d'autres moins jeunes qui avaient l'air d'être tout à fait d'accord avec eux. » Et cela va commencer à faire son travail. Pourquoi? Ah bon, spontanément, la jeunesse congolaise se sent directement impactée et concernée par ce qui se passe à l'Est. Ah bon, la jeunesse congolaise, dans sa forme la plus éduquée, la plus avancée, est consciente du problème. Ce n'est pas des personnes qu'on a agitées sournoisement par-ci par-là. Personne ne vous a agité, vous vous êtes bien levé d'un coup tout à l'heure. Eh bien, ça va se dire. Et je vais vous dire une autre chose. D'ores et déjà, la diplomatie de mon pays s'intéresse à ce qui s'est passé pendant le temps où on a été ici. Et je pense que les plus hautes autorités de l'État français vont s'y intéresser. Le Parlement européen a voté une résolution. Très bien, nous allons en présenter une autre pour demander des sanctions. Nous avons un groupe, le groupe de la gauche unie, qui est présidé par une des nôtres au Parlement européen, Manon Aubry. Nous allons déposer, puisqu'il y a déjà un texte. C'est-à-dire que nous partageons le combat avec vous. Celui-là, puisqu'il est d'intérêt commun. En quoi est-il d'intérêt commun? Que le droit soit respecté partout, pas seulement là où ça convient à quelques-uns. Mais aussi une autre raison. Nous sommes le même espace intellectuel et mental, du fait que nous avons une langue en usage commun. Notre intérêt à nous là-bas, dans la vieille Europe, nous, dans ce peuple vieillissant, notre intérêt, c'est que vous soyez forts. Parce que votre force épaule aussi, porte la prétention